Miami, 1991. Um jovem, um estudante colegial, com desejos sanguinários, pronto pra matar. E o nome dele? Dexter. Ele está de volta, também no tempo. A história onde tudo começou. Dexter, Pecado Original. A nova série do Paramount Plus, com Sarah Michelle Gellar, Patrick Dempsey e Molly Brown. Além do próprio Michael C. Hall como narrador. Você vai morrer se perder. Clique no banner e saiba mais. Londres, 11 avril 2019. Il entend leurs pas qui résonnent comme des tambours dans l'escalier. Ils viennent l'arrêter, et il ne peut pas leur échapper. Malgré la peur, Julian Assange éprouve une sorte de soulagement. Cela fait 6 ans, 9 mois et 23 jours qu'il occupe cette chambre improvisée à l'ambassade d'Équateur. Les murs qui l'entourent sont devenus une prison. Il est épuisé, il est malade. Il a grossi. Il a perdu sa silhouette fine et élancée. Sa barbe est hirsute. L'ambassadeur lui a confisqué son matériel de rasage. Assis sur son lit, Assange ne pense qu'à une chose. Ils vont l'extrader vers les États-Unis, vers un de leurs Guantanamo dont il ne sortira pas vivant. Il serre les poings. Il ne peut pas fuir. D'ailleurs, il n'a jamais fui. Le gouvernement britannique a baptisé ça « Opération Pélican ». À 9h15, des officiers de la Metropolitan Police entrent dans les locaux de l'ambassade avec l'accord du chef de la mission diplomatique. Assange est plaqué au sol, menotté et remis debout par 2 agents. Il est traîné devant la résidence consulaire et présenté à la presse comme un animal de foire. Devant des dizaines de photographes et de caméras de télévision, les British annoncent avoir arrêté le plus dangereux criminel du XXIe siècle. Hirsute, barbu et effrayé par cette meute venue assister à sa chute, Assange est méconnaissable. Son apparence désordonnée est celle d'un délinquant vieilli par des années de traque. Son allure colle parfaitement au récit que les Britanniques, les Américains et les Équatoriens ont mis au point. Le porte-parole du site Wikileaks est un mégalomane, un égocentrique, un espion, un violeur et un hacker. Julian Assange traverse la forêt de flashs et de caméras. Comme dans un mauvais film, on le pousse dans une fourgonnette. Mais ce n'est pas un mauvais film, c'est juste la réalité. Les 2 flics en noir qui l'encadrent ne lui accordent pas un regard. Assange baisse la tête. 2 heures plus tard, il se tient devant le juge Michael Snow. Il comparaît pour infraction à sa liberté conditionnelle en 2012. Il fait encore jour quand il arrive à la prison de Belmarsh. Il va y rester jusqu'en juin 2024. Washington, 11 avril 2019. Donald Trump exulte. Il fait le tour du bureau ovale en mode lapin du Racel. Bien sûr, ce sont les Britanniques qui ont fait le gros du boulot, mais cela ne l'empêche pas de s'attribuer le mérite de cette arrestation. Après tout, si Assange est enfin en tôle, c'est grâce à lui, Donald Trump. C'est lui qui a passé un deal avec le nouveau président équatorien Lenín Moreno. Aide économique, investissement et approbation d'une enveloppe du FMI en échange d'un petit coup de pouce dans cette saleté d'affaires Assange. Moreno s'est montré bien plus compréhensif que son prédécesseur, Rafael Correa, qui était un dangereux gauchiste. Avant de passer à l'action, les Britanniques et les Américains ont organisé une superbe campagne de désinformation grâce à la complicité des Équatoriens. Cela a commencé par des fuites dans la presse. Assange est un parasite. Assange fait du skateboard dans les couloirs de l'ambassade. Assange joue au foot dans sa chambre. Assange maltraite son chat. Assange répand ses excréments sur le mur des toilettes. Tout est une question de mise en scène.
Et à ce petit jeu, les Américains sont des professionnels. Assange est placé dans le bâtiment de haute sécurité de la prison de Belmarsh. Il est enfermé avec des criminels dangereux et récidivistes, assassins, violeurs, gangsters et braqueurs. Assis dans sa cellule vêtue de l'uniforme des détenus, il se sent désemparé et impuissant. Il n'a commis aucun délit. Il s'est contenté de dévoiler la vérité sur les crimes de guerre commis par l'armée américaine en Afghanistan et en Irak. Avec l'aide du lanceur d'alerte Bradley Manning, il a diffusé des documents confidentiels révélant les secrets politiques de l'Amérique. La brutalité de son armée, l'hypocrisie de sa diplomatie, l'obsession de ses dirigeants pour le pouvoir, la détermination de ses dirigeants à conserver ce pouvoir, coûte que coûte. Il n'a fait que son travail de journaliste, travail qui est protégé par le premier amendement de la Constitution américaine. Julian Assange, Edward Snowden, Bradley Manning. Aucun président ne s'est montré plus impitoyable que Barack Obama dans le combat contre les lanceurs d'alerte. Les révélations de ces whistleblowers détériorent l'image des États-Unis. Elles affaiblissent le pays face à ses adversaires, mais aussi auprès de ses alliés. Manning, Assange et Snowden doivent être combattus comme des criminels. Ce combat obéit à une stratégie bien rodée: inverser l'accusation. D'abord, on focalise l'attention du public sur les menaces que représentent les lanceurs d'alerte. Comme ça, on ne parle plus des crimes qu'ils ont dévoilés. Ensuite, on prend la posture de la victime. Ce sont les États-Unis qui sont attaqués par ces fouilles merdes. Ils ne font que se défendre. Assis dans sa cellule, Julian Assange se dit que les temps ont changé. Autrefois, les opposants et dissidents politiques étaient accueillis à bras ouverts par les démocraties. Ils contestaient le pouvoir des dictateurs. Aujourd'hui, ces opposants sont considérés comme des traîtres par ces mêmes démocraties. Malgré tout, le combat reste le même. Anonymat pour les faibles, transparence pour les puissants. C'est le slogan de Wikileaks. Julian Assange naît le 3 juillet 1971 à Townsville, dans l'État du Queensland, en Australie. Son père, John Shipton, est un militant pacifiste et sa mère, Marianne, est une artiste. Assange traverse les années 1980 comme d'autres jeunes gens de son époque. Il se plonge dans le monde numérique et devient un hacker. À la différence de Kim.com, Julian Assange ne cherche pas la fortune ou la gloire. Il donne à son action illégale une dimension morale. Au milieu des années 1990, il aide la police de l'État de Victoria à pourchasser les membres de réseaux pédophiles. Internet est pour lui un instrument de diffusion de la vérité. Victoria, décembre 1996. Il y a la morale, et puis il y a la loi. Pour ses activités de hacker, Assange se retrouve devant la justice australienne. Usage frauduleux du réseau téléphonique, vol de données, détérioration et effacement de documents, piratage et fraude. La Cour suprême de l'État de Victoria le condamne à $2100 d'amende, mais ordonne sa remise en liberté pour bonne conduite pendant sa détention préventive. Les juges ont fait preuve de clémence et tenu compte de la personnalité d'Assange. Le jeune homme souffre du syndrome d'Asperger. Son procès avait été retardé de 6 mois en raison d'une grave dépression. Malgré cet avertissement, Julian Assange poursuit ce qu'il considère comme une mission. En 1999, il enregistre le nom de domaine leaks.org. Il ne s'en servira jamais. 4 octobre 2006. C'est à cette date que Julian Assange entame sa carrière d'homme le plus dangereux du monde. Avec plusieurs dissidents, activistes et mathématiciens, il dépose le nom de domaine wikileaks.org. Le principe est simple. Diffuser des informations confidentielles fournies par des sources dont l'anonymat est protégé de la manière la plus stricte possible. La transmission de ces informations est cryptée de bout en bout. Impossible de remonter vers la source de la fuite. En théorie. Les informations sont ensuite triées, décortiquées et vérifiées avant d'être publiées dans leur forme originale. Pas
ou très peu d'altérations, seulement justifiées par le confort de lecture. Les documents sont authentiques. À chacun d'en prendre connaissance. Seule précaution, Wikileaks prévient en amont les gouvernements. Les identités de personnes qui pourraient être mises en danger sont supprimées. Wikileaks transforme Internet en menace existentielle. L'affolement gagne plusieurs dictatures. La liberté de l'information n'est pas souhaitable pour ceux qui planquent des cadavres dans leurs placards. Les premières révélations concernent des affaires de corruption au Kenya. Puis c'est au tour de la société de courtage pétrolier Trafigura d'être exposée. Ces activités provoquent une pollution à grande échelle en Côte d'Ivoire. Au début, les pays occidentaux ne s'inquiètent pas plus que ça. La corruption en Afrique est un secret de polichinelle. Le Kenya ou la Côte d'Ivoire, c'est loin. Mais bientôt, la menace se rapproche. C'est d'abord l'Église de la Scientologie qui est visée pour ses pratiques financières. Puis sont mises en ligne les consignes de l'armée américaine pour le traitement des prisonniers dans la prison de Guantanamo. Le rapport de l'US Army estime en 2008 que les révélations de Wikileaks risquent d'accroître les menaces contre le personnel, les équipements, les bâtiments et les installations du département de la Défense. La figure principale de l'organisation est un Australien de 37 ans, Julian Assange, qui fait partie de l'équipe fondatrice et qui sert de porte-parole. Selon le renseignement US, Assange sert de directeur de la publication et se revendique journaliste. S'il est devenu la bête noire de l'administration américaine, Assange n'est pas encore connu du grand public. Wikileaks reste une entreprise confidentielle, seulement suivie par les hackers et les fondus de complotisme depuis les attentats du 11 septembre. Ce sont les révélations du soldat de première classe Chelsea Manning qui vont tout changer. À l'époque, Manning porte encore le prénom de Bradley. Il n'a pas changé de sexe. Il est analyste programmeur dans l'armée. Il a accès à des dizaines de milliers de documents. Textes, vidéos, photos, autant de preuves des crimes et des comportements illégaux des soldats américains en Afghanistan et en Irak. Les échanges entre Manning et Assange durent pendant des mois, sans qu'ils se rencontrent. Assange comprend que Manning est une mine d'informations. L'enquête ouverte par le département de la Défense montre que Manning a fourni à Assange des centaines de milliers de documents. Une partie de ces preuves sont regroupées sous le titre de Afghan War Diary, journal de la guerre en Afghanistan. Elles établissent les exactions commises par les soldats dans ce pays. Une autre partie est regroupée sous le titre de Iraq War Logs, mémo de la guerre en Irak. Violence, actes de torture, mauvais traitements et conditions inhumaines de détention à la prison d'Abu Ghraib. Enfin, et c'est le plus spectaculaire, Manning transmet à Assange une vidéo datant du 12 juillet 2007. La vidéo est diffusée sous le titre de Collateral Murder, meurtre collatéral. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Washington, 5 avril 2010. Le club de la presse de Washington est plein à craquer. Assange se tient face à ses confrères. Il explique en quelques mots ce qu'il va leur montrer. Puis, il lance un film de 18 minutes, précédé par une citation de George Orwell. Le langage politique est conçu pour donner au mensonge l'apparence de la vérité et rendre le meurtre acceptable. Les images défilent. Elles sont prises depuis un hélicoptère de combat qui vole à basse altitude au-dessus d'un quartier populaire de Bagdad. Les images sont celles que voit sur son écran de contrôle le soldat armé d'une mitrailleuse de calibre 30 mm, comme dans un jeu vidéo. Au sol, une vingtaine d'hommes en civil, dont 2 photographes de l'agence de presse Reuters. D'autres portent des fusils AK-47. Le commandement US a autorisé le port de ces armes en raison de l'insécurité dans les rues de Bagdad. Les hommes ne bougent pas. Ils ne font rien. Ils ne cherchent pas à fuir. Ils ne tentent pas une embuscade.
Suit une série d'échanges radio, demande d'ouvrir le feu, attente, hésitation, autorisation accordée. La mitrailleuse se met à cracher de l'acier et du feu. Au sol, les hommes sont fauchés et taillés en pièces. Voix du soldat. Je les ai eus. Regarde-moi ces connards. Ils sont morts. Voix de retour dans son casque. Bien joué, merci. Dans la salle du club de presse, le malaise est palpable, épais et poisseux. Assange sort de son silence. Selon plusieurs experts indépendants, il s'agit d'un crime de guerre. Collateral Murder fait l'effet d'une bombe. Le souffle balaie les couloirs du Pentagone. Soudain, la réalité de l'invasion irakienne s'invite dans les foyers du monde entier. On est revenu au temps de la guerre du Vietnam. La violence s'étale nue et sans phare. Les gens ne peuvent plus dire qu'ils ne savaient pas. Le moment de stupeur passé, Obama convoque une réunion de crise. Il faut trouver une réponse. Et vite. Les lanceurs d'alerte, Assange et Manning, qui est arrêté 2 mois plus tard, sont des traîtres. Ils mettent en danger les soldats et les personnels présents en Irak. Cela est faux, mais peu importe. Ne pouvant nier les faits, le département de la Défense les minimise. La vidéo montre juste des brebis galeuses. Le reste du troupeau est sain. Il n'est pas contaminé par la violence gratuite. Le contre-feu allumé par le Pentagone et la Maison-Blanche est intense. Comme prévu, il trouve des relais complaisants parmi une partie de la presse, toujours impatiente d'exalter le patriotisme de ses lecteurs. 25 juillet 2020. Face à la puissance de l'administration Obama, Assange ne capitule pas. 3 mois après Collateral Murder, Wikileaks publie Afghan War Diary, histoire d'enfoncer le clou. En amont, Assange a collaboré avec plusieurs journaux. Le Washington Post, le Guardian, le Spiegel, Le Monde et El País. Les journalistes ont trié et sélectionné 75 000 documents couvrant la période de janvier 2004 à décembre 2009. Avant la publication, Assange propose au Pentagone de choisir les documents qui ne seront pas publiés pour garantir la sécurité des personnes citées. 15 000 documents sont gardés confidentiels. En quelques mois, Assange est devenu une rockstar. Il est aussi devenu la cible numéro 1 des États-Unis, prêt à tout pour lui faire payer son audace. Avoir jeté la lumière sur des crimes qu'il voulait garder dans l'ombre.